je m'appelle Charles Briet et vous écoutez le podcast En Transit. En Transit, c'est un podcast sous forme de chronique où je prends le temps d'approfondir certains thèmes qui me sont chers, comme l'inspiration, la motivation, la résilience, l'alignement ou l'échec. Et puis partager avec vous mes expériences de coaching pendant de nombreuses années, du pont que j'ai pu faire entre une formation un peu plus américaine de maître praticien en PNL, aux côtés de Robert Dilts, et puis une approche plus spirituelle de mes voyages en Inde. Alors, sur ces sujets, j'ai pas la vérité absolue, mon but est seulement de vous éclairer, de vous aider à trouver des réponses, vous inspirer, vous ouvrir des portes, et puis je l'espère vous amener en tout cas à la réflexion. Chaque jeudi, je vous proposerai pendant 20-30 minutes d'approfondir un thème avec un format un peu différent. Vous trouverez des extraits de films, de musique, de conférences, et la plupart du temps, j'échangerai avec des contradicteurs ou des sachants. Je vous remercie pour votre fidélité, nos auditeurs sont toujours plus nombreux, que ce soit lors de mes rencontres chaque semaine, en embarquement immédiat chaque dimanche, ou mes nouvelles chroniques en transit chaque jeudi. Alors je vous remercie encore une fois, et puis bonne écoute en transit. Merci à vous. S'intéresser au secteur de l'emploi maintenant et plus précisément à celui du télétravail qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. Pour les employés, me direz-vous, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vois que du positif. J'ai plus de transport en commun, donc tout le temps que je perdais dans les transports, je peux profiter de ma vie de famille, de mes enfants et de mes loisirs. Stéphanie, bonjour. Je suis beaucoup plus épanouie, moins stressée et j'ai moins de fatigue. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Votre temps d'attente est estimé à 3 minutes. Steph, petit café? Votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Petite bière? Oh, Pidouze. Pour revenir à l'accueil, tapez étoile. Mais Daniel, faut les faire moins chaud les cafés, là, je m'ai brûlé. Écoutez, c'est bien pénible, là, je vous appelle depuis ce matin. Voilà. Oui, ma box. Attendez, j'ai un double appel. PDF, bonjour. Avec cet épisode en transit, j'ai voulu aborder le sujet du télétravail, sujet en pleine actualité qui concerne la grande majorité des dirigeants, des managers et des salariés. En quelques jours, notre vie a été bouleversée. Nous sommes face à une situation inédite. Si on vous avait dit il y a un mois que vous alliez travailler de votre garage, de votre maison de campagne ou de la chambre d'amis en peignoir sans retourner au bureau, vous ne l'auriez pas cru. En pleine épidémie coronavirus et de confinement obligatoire et salutaire, soit vous vous retrouvez sans activité, soit la plupart du temps en télétravail. Afin de vous apporter un regard extérieur, nous avons interrogé 2 managers, en France et en Espagne. Bien entendu, nos interviews se sont faites à distance. Nous entendrons les premiers retours de la société April l'assurance en France, avec Christian Belval, directeur du développement, puis du comparateur de vol Liligo, filiale d'eDreams, qui emploie plus de 1000 personnes à Barcelone, en France et en Roumanie, avec Guillaume Rostand, directeur du marketing. Cette période est anxiogène, que l'on soit entrepreneur ou salarié, l'inquiétude est présente. Quelle organisation va-t-on avoir? Comment allons-nous être payés? Comment allons-nous développer notre business? Comment communiquer avec ses clients? Comment travailler à la maison? Et après tout cela, comment s'organiser? Et c'est marrant de voir que ce qui nous paraissait impossible avant est maintenant possible. Travailler à la maison, externaliser ses serveurs, communiquer à distance. Mais s'organiser en télétravail implique d'avoir de bons outils et de mettre en place une organisation et des rituels obligatoires pour être serein dans son activité. Car vous allez vous retrouver seul. Alors pour certains, c'est un bonheur de pouvoir s'organiser, d'être en silence, et pour d'autres, c'est une angoisse. Je crois que pour ma part, cette période est une véritable opportunité. Une opportunité de prendre du temps pour soi et pour les siens, mais une opportunité aussi pour repenser sa façon de travailler. En effet, depuis combien de temps toute la famille ne s'est pas retrouvée 3 fois par jour à table? Depuis combien de temps on n'a pas eu le temps de travailler sur un sujet de fond en entreprise, en gérant quotidiennement un flux entrant? Mais vous devez trouver votre organisation qui vous est propre. Pour ma part, je travaille depuis longtemps à distance, que ce soit en France ou lors de mes déplacements, à Barcelone ou dans le sud de l'Espagne où je vis à mi-temps, et j'ai mis en place des rituels qui me permettent d'être opérationnel, peu importe le lieu où je me trouve. C'est d'abord faire comme si on allait au bureau, se doucher, s'habiller, préparer son café, s'installer à son poste de travail. Essayez aussi la morning routine, se lever 1 heure avant le petit déjeuner, lire, répondre à ses mails, planifier sa journée. Cela va vous permettre de libérer du temps pour vos enfants, par exemple, sans avoir de stress. Important, faire des pauses dans la matinée et dans l'après-midi, et prendre le temps de déjeuner. Évitez de manger sous son poste de travail, pour couper bien entendu, mais aussi pour des questions d'hygiène, de propreté de votre lieu de travail, et puis de toute façon vous allez finir par renverser votre bol sur votre clavier. Il est important aussi d'avoir des horaires fixes, et en fin de journée, se fixer une heure limite. L'avantage du télétravail, c'est aussi la flexibilité. Pouvoir prendre du temps en fin d'après-midi et travailler de 20h à 22h par exemple. Planifiez votre journée par tâche et faites des comptes rendus synthétiques de votre activité. Les 2 dangers du télétravail sont, à chaque extrémité, la culpabilité, qui peut vous entraîner dans une boulimie de travail, et de l'autre, le laisser-aller, en procrastinant toutes vos tâches, c'est-à-dire tout remettre au lendemain. C'est marrant de s'apercevoir qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on imaginait, et des choses qu'on ne peut plus faire. Cette période de télétravail, c'est une adaptation pour sortir de nos zones de confort.
Nous allons écouter Guillaume Rostand, que j'ai interviewé, directeur marketing de Liligo, filiale d'eDreams, qui nous apporte son expérience sur la situation et le télétravail qu'ils ont pu mettre en place en Espagne, en France et en Roumanie. Bonjour Guillaume, comment se passe cette période difficile pour vous? Êtes-vous tous en télétravail à Barcelone aujourd'hui? Ah non, on est tous passés en télétravail quasiment du jour au lendemain, comme beaucoup de monde. Donc on est une soixantaine entre Paris, Barcelone, Budapest, et puis moi je suis à la campagne en ce moment. Voilà, on est un peu aux quatre coins de l'Europe et on est passé de télétravail entre vendredi dernier et lundi et dimanche soir. Donc en fait vraiment ça s'est fait très très vite et on est tous de chez nous. Et avec des outils, vous aviez tous les outils, vous aviez tous des portables déjà ou... On a tous des portables. En fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle eDreams et effectivement qui a organisé le télétravail à partir de mercredi dernier, je dirais quelque chose comme ça. Et en fait, en 2 jours, ils ont réussi à faire le point sur qui était équipé de quoi, à donner des ordinateurs à ceux qui n'en avaient pas, pour que dès vendredi, tout le monde puisse être en télétravail. Donc ça a été fait très rapidement. Du coup, aujourd'hui, tout le monde a une connexion Internet, un ordinateur, et puis les moyens du bord, c'est-à-dire un bureau, une table, une chaise, pour pouvoir continuer à travailler. Oui, parce que eDreams à Barcelone, c'est plusieurs centaines de personnes. C'est ça, c'est un peu plus de 1000 personnes. Donc là, ouais, 1000 personnes. Et 1000 personnes se sont retrouvées en télétravail ou il y a des personnes qui continuent à travailler sur la plateforme? Je pense pas, si. Je crois qu'aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, parce qu'en Espagne, les règles sont beaucoup plus strictes. Enfin, l'état d'urgence, on peut vraiment pas sortir dans la rue si on n'a pas une bonne raison. Sinon, tout le monde est passé en télétravail. Qu'est-ce que ça a impacté? Alors, quelles ont été les grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face, que ce soit, je sais pas, professionnel, technique, alors il y a les flux déjà, et après perso, d'organisation. C'est étonnant parce qu'en réalité, bon, on est tous un peu des êtres digitaux puisqu'on travaille dans du business digital. On est habitué à faire des calls à distance et donc on maîtrise déjà tous les outils Slack, Hangout, Zoom, etc. Mais quand même, ce switch, il y a une sorte, il y a quand même un côté aventure parce qu'on est ensemble même si on est éloigné. Et du coup, paradoxalement, moi je suis encore plus occupé qu'avant. Parce qu'en fait, il y a un mélange particulièrement pour ces premiers jours, il y a un mélange avoir une discussion avec chacun, avoir des discussions avec des équipes, avec toute l'équipe. On a des points tous les jours, en fait. On se dit, on met une heure, on se prend un café ensemble. Parce qu'en fait, de fait, le travail opérationnel, typiquement, enfin notamment et particulièrement, je voulais dire, pour nous qui travaillons dans le voyage, le business c'est quasiment arrêté. Et du coup, on a l'impression, on a un mélange d'esprit start-up parce que les start-up qui se montent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent remote dès le départ. Et puis, comme notre activité, elle est très au ralenti. On a un mélange de côté start-up en se disant, si on recrée le business demain ou comment est-ce qu'on va refaire ceci ou cela quand l'activité va repartir. Donc les gens sont plutôt amusés, excités parce que tous les points vraiment bloquants qu'on avait avant, ils disparaissent. Donc il y a ce côté où on redémarre l'aventure. Et puis il y a un côté un peu plus personnel qui est qu'on passe son temps à donner des nouvelles des uns des autres. Et de fait, c'est moins du travail tel qu'on l'a construit avant. Il s'est un peu déconstruit tout seul par la force des choses et des priorités. Du coup, je pense qu'en tout cas pour cette première semaine, on verra comment ça évolue si ça dure 2 mois. Mais la première semaine, on s'embarque dans cette aventure et puis on est content de se parler, ce qui était bizarrement pas forcément le cas avant quand on attend quelque chose de l'un, de l'autre et que les projets ils n'avancent pas. Là, il y a un stop et du coup, on recrée quelque chose et je pense que si ça dure pas trop longtemps, il y a moyen pour les entreprises de sortir vraiment du bon, du positif. Ouais, du positif, ouais, complètement. On retrouve un peu l'esprit de départ des entreprises, j'ai l'impression. Un retour plus proche des équipes peut-être, hein, qu'ils ont peut-être perdu un petit peu, si tu le vois comme ça, mais c'est un peu ce que tu dis d'ailleurs. Hein. Oui, avec une tension de se dire, on se sent forcément obligé, pour des bonnes raisons, de leur parler plus souvent. On se dit qu'on leur parle jamais assez, mais en même temps, on a peur de devenir un peu pénible parce qu'on dit comment ça va. On dit pas ça tous les jours. Moi j'ai l'habitude de manager des équipes remote déjà, puisque j'en ai une partie à Paris, une partie à Budapest et que je travaille depuis Barcelone. Et tous les matins, je vais pas sur un de nos outils de chat en disant salut, comment ça va. Je fais pas ça quand on est en temps normal. Et là, du coup, on se met un petit peu à se réhabituer à parler avec son équipe, sans doute finalement plus, et en tout cas, sinon plus, vraiment très différemment d'avant.
Et vous avez mis en place des rituels peut-être? Est-ce que tu as mis en place des rituels, je sais pas, tu parlais de café, c'est des cafés virtuels, je suppose, mais des moments où vous vous retrouvez peut-être pour discuter entre Ah vous oui, ou oui, one oui, to one on a qui mis un fonctionne pas? rituel. Ouais. Alors, on a mis un rituel de toute l'équipe, c'est que tous les jours à 10h30, il y a un call où tout le monde peut participer. Enfin, voilà. Puis, il y a la même chose chez eDreams, qui est notre maison mère, où là, le café, c'est à 5h. Et moi, c'est un peu, ça c'est le premier rituel. Il faut quand même pas oublier que ça fait 3 jours maximum qu'on est là-dedans, donc on parle pas, on est pas encore dans du rituel, mais on sent qu'on a besoin. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que la nature a horreur du vide et de la désorganisation. C'est la première chose qu'on s'est dit, c'est effectivement, faut qu'on se mette des points réguliers, des choses, et donc je pense qu'on va en avoir pendant les 10 premiers jours et qu'après un nouveau rythme va s'imprimer progressivement. Mais pour l'instant, pour répondre à ta question, ouais, il y a un rituel. C'est tous les jours à 10h30, il y a une demi-heure où chacun peut parler de tout et n'importe quoi, et puis progressivement un peu plus de travail, mais au départ surtout de comment est-ce que chacun vit cette situation. Et quelles sont les difficultés que les collaborateurs te remontent? S'il y en a, hein, mais il doit y en avoir quand même. Je pense d'organisation, peut-être vie privée, vie professionnelle, c'est peut-être à ce niveau-là? Alors, pas trop. Si, en fait, si, il y a il y a une énorme différence. Il y a ceux qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants et il y a à peu près un call sur 3 maintenant. J'ai la chance d'être dans une pièce isolée et fermée, mais il y a un call sur 3 où mes collaborateurs, on va passer une tête de une tête de chérubin qui regarde et qui dit avec qui tu parles là. Et donc ça, il y a vraiment une différence. Après on est nécessairement beaucoup plus flexible sur plein de choses parce qu'en réalité on sait que paradoxalement c'est pas forcément un temps qui est très maîtrisable. Parce que justement, c'est pour ça qu'on colle des rituels. Les gens ont un peu du mal à se mettre dans le rythme. C'est-à-dire qu'on continue à faire un peu ces tâches. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même un arrêt de l'activité commerciale pour beaucoup de business qui fait que on se remet, si tu veux, c'est comme si on avait du temps que pour penser aux choses un peu structurelles, un peu importantes et presque un peu vertigineuses au fond. Donc il faut arriver à trouver un équilibre parce que finalement le boulot de tous les jours c'est on accumule des tâches parce qu'il y a toujours quelque chose qui tourne, une campagne, un projet, un truc et qui est dans un certain sentiment d'urgence. Là on se dit bon on a le temps et donc on va refaire le travail, mais il faut réimprimer un sentiment d'urgence tout en laissant une certaine flexibilité parce qu'on peut le fait de ne pas savoir combien de temps ça va durer et vraiment un sous-jacent assez prégnant quoi. On sent que les gens se disent bon qu'est-ce que Et après? comment Et après? ouais, et après. Parce que là, je pense, on est dans la première semaine. Moi, j'ai ce cas-là aussi. Il y a encore plein de petites choses à régler, plein de petites tâches, plein de tâches qu'on avait commencé et qu'on termine, etc. Mais le nouveau business, il arrive plus. Donc, on se dit, dans une semaine, dans 2 semaines, c'est clair que ça va ralentir, quoi. Il y a un moment, il va falloir occuper les gens, ou il va falloir trouver des projets transverses, peut-être. Je sais pas si vous avez réfléchi à ça déjà, c'est peut-être trop tôt. Ça commence à apparaître, mais en fait, on n'est pas encore, en fait, on est encore dans la réaction face à la nouvelle forme d'activité, effectivement, très au ralenti. Et on commence à faire émerger des idées, mais on est encore dans des idées très générales. Et en fait, t'as raison, ça va se mettre en place petit à petit, parce qu'on va passer tiens, si on revoyait, c'est un peu comme si on redesign, si on en profitait pour redesigner tout le site. Alors, là, c'est au bout de 2 jours, quand on se dit que les tâches urgentes sont devenues beaucoup moins urgentes parce qu'elles sont pas adossées à des opérations en cours, on se dit tiens, si on faisait tout le site. Alors là, on va dire oui, on va avoir 2-3 calls parce qu'on a besoin d'occuper un peu l'espace, et puis on va dire bon, on va faire comme ci, comme ci, comme ça, et on sait, et moi je sais déjà qu'il en sortira beaucoup moins que ce qu'on planifie, mais on a besoin de réinsuffler et de profiter de ce moment pour réinsuffler un truc nouveau, un souffle nouveau, une nouvelle dynamique. On dit tout est possible. Et en fait, ça c'est pour une boîte qui a 13 ans comme nous, qui est dans un business déjà très établi, c'est assez amusant comme expérience. On verra ce qu'on arrive à en transformer parce que c'est forcément en fonction du temps qu'on va rester bloqué ici, bloqué chacun chez soi. Vous devez avoir encore pas mal de dossiers à gérer. Alors, je pense qu'en affaires entrantes, c'est-à-dire qu'en achat de vol, ça a dû s'écrouler complètement. Mais quoique, peut-être qu'il y a des achats qui se font sur 6-9 mois. Mais je pense que ça a dû quand même bloquer tout le monde, même à 6-9 mois. Par contre, vous devez gérer les dossiers, vous faites du service client, quoi. C'est du SAV, c'est de l'annulation, c'est toutes ces choses-là. Alors, nous, l'Illigo, c'est un comparateur de vol. On a, je veux dire, cette chance. Après, c'est les compagnies, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, nous, on renvoie du trafic qualifié chez des compagnies et chez des agences de voyage en ligne qui, elles, effectivement, ont toute cette partie à traiter et je les plains beaucoup.
mais on a quand même, en fait, on a pas mal d'ajustements de campagne à faire parce que si à partir du moment où il y a plus de vols, mais ça a commencé en fait dès qu'il y avait plus de vols pour la Chine, on a dû couper des campagnes. Et puis on est encore dans le moment où c'est vrai qu'au bout de cette semaine, on aura coupé toutes les campagnes qui ne servent plus à rien parce que les vols ne sont plus desservis. On verra si les aéroports sont totalement fermés et de fait on aura fini l'urgence. C'est pas comme ceux qui ont effectivement encore des réservations à gérer. Mais pareil, ça va durer encore à la fin de la semaine prochaine. La plupart des dossiers seront clôturés, autant que ça peut être parce que il y a un vrai sujet il n'y a pas de remboursement, mais on peut repousser un peu indéfiniment, modifier le vol, mais parce que personne n'est. Enfin, voilà, le sujet de remboursement, je suis bien content de pas être dedans parce que ça va être très complexe. Mais voilà, nous on règle nos partenaires, on communique avec nos partenaires, on pose pas mal de campagnes de Google, pas mal de choses qu'on avait, et on travaille sur des projets qui sortiront Dieu sait quand. D'ailleurs, je suis surpris. Oui, si, je suis surpris parce que là, en fait, dès la première semaine, je veux dire, du moment où on s'est rendu compte que c'était une crise mondiale et pas juste une sorte d'épiphénomène en Chine, parce qu'on a quand même été tous un peu légers dans notre perception de ce que c'était réellement, il y a quand même très vite eu une compagnie qui a fait faillite, Flybe, la compagnie anglaise, qui a fait faillite. Je m'attendais, alors pas avec gourmandise du tout, hein, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait d'autres. Pour le moment, je pense qu'elles sont toutes passées un peu, justement, elles ont arrêté leurs opérations, elles ont réussi. Je pense que toutes les compagnies indépendantes, il n'y a pas d'autres faillites, mais on pouvait s'y attendre. Sur la partie management, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis en place, vous faites des réunions, alors tu me parlais de Zoom, je sais pas quels outils vous utilisez, et ce que vous avez mis en place sur le management à distance? Alors ça... Tu me disais que vous testiez quelque chose, non? Oui, nous on est en train de tester un outil qui s'appelle Treadler, qui a je suis en train de préparer l'annonce à mes équipes. Là, je teste sur 2-3 personnes. Et en fait, pour tout ce qui est communication, à nouveau, nous, on est répartis entre 3 bureaux, donc on a tout ce qu'il faut, Slack, Hangout, on a tous les outils, on peut s'appeler à tout moment. Et ça, même pré-crise du coronavirus, on avait déjà tout ça. Donc on les utilise beaucoup plus encore qu'avant parce que même la personne qui était assise à côté de toi, maintenant, faut lui parler à distance. Mais en fait, l'une des choses qui me semble la plus importante, et je pense que c'est quelque chose qui va te parler, c'est un peu les signes faibles, dans le sens où le management, c'est beaucoup de peer-to-peer recognition. C'est-à-dire que c'est dire, tu sais, ne serait-ce que dire, ah, merci, sympa, de dire, est-ce qu'on va se prendre un café, de raconter une blague, mais des choses qui sont inattendues, mais qui créent du lien. En tout cas, moi, c'est ma façon de manager, c'est généralement beaucoup de parler avec les gens, et puis de socialiser. Et en fait, il y a ce qui manque dans le, je veux dire, dans le travail à distance, c'est la capacité à pouvoir un peu, j'appelle ça donc un recognition system, de pouvoir donner dire super, bonne idée, parce que tu sais, les idées, c'est quand tu discutes que sortent parfois les idées, donc tu dis, ah tiens, bonne idée, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça, donc ça déjà, ça n'existe plus. Ensuite, il y a, tu peux pas capter ces signaux faibles, et du coup, on teste cette plateforme qui s'appelle Treadler, qui permet d'avoir du coup, de faire des virtual high five. C'est une plateforme où en réalité, tu permets à tes employés de gagner des points. Et dans un monde habituel, et ces points, ils peuvent les convertir en bons d'achat ou en day off ou en jours de travail à distance. Bon. Et en fait, moi je les teste parce que je connais la boîte qui fait ça, et puis j'aurais dit, tiens, quand tu regardes LinkedIn, tout le monde parle de remote working, tout le monde met des screenshots de Zoom là aujourd'hui, et j'ai dit à cette boîte, est-ce qu'il n'y a pas un truc, est-ce qu'on peut pas créer un petit système, évidemment gratuit, voilà, comme ça, rapidement, pour que on puisse essayer de recréer ce lien, je dirais, social, ou en tout cas un peu personnel, parce que particulièrement dans les petites boîtes comme les nôtres, on a des relations interpersonnelles assez fortes, pour dire, super, je te donne voilà, high five, des points, il y a des petits logiciels de survey qui dit tous les jours comment ça va aujourd'hui, tu peux donner oui, non, comme ça en tant que manager, tu peux savoir quel est l'état d'esprit et le niveau de motivation de ton équipe, et puis tu peux créer des incentives qui donc donnent lieu à, je te dis un truc tout bête, que
moi je vais mettre en place pour ceux qui sont en ville. Tu mets une incentive en disant si tu me rends tel boulot vendredi, bah je t'offre ta course sur Glovo par exemple, tu vois, je t'offre parce que forcément. Et donc ces petits systèmes, voilà ce qu'on est en train de mettre en place et je trouve ça c'est le bon moment pour le tester parce que ça fait partie de ces choses auxquelles tu penses pas forcément toute l'année et quand il te manque ce lien, ce que je dis de signe faible, mais c'est ce lien social en fait, physique avec les gens, d'essayer de recréer ça en ayant quelque chose qui sorte complètement en fait de tes objectifs professionnels, les normes, les KPIs que tu regardes, juste qui dit merci, super, sympa, tiens, je te donne des points virtuels pour te remercier d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. C'est une manière de garder son équipe motivée parce que normalement un manager il garde quand même pas mal son équipe motivée en faisant des réunions, en leur parlant, en allant prendre des cafés, et puis en les faisant rigoler, quoi. Enfin, ce qui moi est mon cas. Et là, je teste ça et je pense que ça va être, c'est un bon outil et on va voir ce que ça donne. Je t'en parlerai parce qu'évidemment, à nouveau. Oui, bien sûr. Puis, est-ce que tu voyais autre chose à ajouter? Non, écoute, je pense qu'on est forcément, moi, je me demande si une fois que cette crise sera terminée, si on va en garder des leçons qui dureront longtemps ou si on va revenir à nos vies d'avant. J'espère qu'on gardera le meilleur et qu'on jettera le moins bon, mais c'est suffisamment unique comme étape parce que vraiment là, t'as toute l'Europe, quasiment l'humanité, qui se retrouve face à la même chose. Et c'est une guerre où l'ennemi n'est pas un pays ou quoi que ce soit, est identifié comme étant quelque chose qui nous dépasse et j'espère que ça va nous faire devenir un peu meilleur, quoi, au fond. Tu sais, quand tu vois toutes ces vidéos où tu vois le canal de Venise qui est à nouveau transparent, etc., alors tu te dis, est-ce qu'on n'essaierait pas d'en tirer quelque chose, d'appliquer quelque chose de nouveau dans nos vies? Je remercie Guillaume pour cet échange instructif et cette fin plutôt positive. Ce qui ressent de nos premiers retours auprès des dirigeants, des managers, des collaborateurs, est que travailler à distance implique nécessairement de travailler en confiance avec les collaborateurs. Cette période de télétravail et de confinement doit être une période de confiance. C'est accompagner vos collaborateurs ou collègues sans les stresser, avec une pression de tous les instants, souvent pour soulager son propre stress, éviter les séries de SMS, de WhatsApp, d'emails, de téléphone, etc., etc. Tu fais quoi? Et là, tu fais quoi? Et là, maintenant, tu fais quoi? Stop! Bien entendu, la confiance n'empêche pas le suivi des plans d'action et des objectifs, mais vous devez mettre en place votre pilotage ou votre propre organisation par rapport à cela. La communication est primordiale pour capter les signaux faibles des collaborateurs. Aujourd'hui, les comportements sont exemplaires. Les collaborateurs sont responsabilisés avec une attitude plutôt positive. Mais à partir de la semaine prochaine, les premières routines vont se mettre en place et c'est à ce moment-là que vous devrez être au plus proche de vos collaborateurs et de leurs difficultés. Les pays scandinaves ont mis en place depuis longtemps le télétravail, avec plusieurs jours par semaine à la maison. En France, les entreprises n'avaient pas développé le télétravail à ce point, mais cette situation oblige à accélérer cette mutation, même si l'arrivée des lois a été plutôt tardive. Le télétravail a pourtant des avantages. Moins de temps passé dans les transports, moins de fatigue et moins de pollution. Plus de souplesse, un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle et une meilleure qualité de vie. Mais aussi un effort pour bien communiquer. Les premiers retours montrent que cette période permet de communiquer mieux qu'avant. On se croise dans les couloirs de l'entreprise, mais au final, on communique plus ou peu. Nous retrouvons maintenant Christian Belval, avec des conditions d'enregistrement qui ont été un peu plus difficiles, nous en excusons par avance. Nous avons interviewé Christian Belval, directeur du développement chez April. April, c'est un groupe international de services en assurance implanté dans 22 pays, avec plus de 3900 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 997 millions d'euros. Courtier grossiste qui distribue ses produits à travers plus de 20 000 distributeurs. Bonjour Christian, peux-tu nous expliquer comment vous traversez cette crise inédite chez April et ce que vous avez pu mettre en place au sein des équipes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que April a une particularité, c'est que nous sommes courtiers grossistes, qu'en conséquence, il fallait que nous soyons capables à la fois de s'adresser à nos assurés et également à nos distributeurs. Nous avons anticipé la crise dès la semaine dernière avec, d'une part, une très forte mobilisation des équipes IT qui nous ont permis en fait de mettre à disposition de nos collaborateurs un stock de PC portables et également de réimplanter des PC fixes au domicile de nos collaborateurs. Qu'il s'agisse de l'indemnisation, de la production, de la réponse à apporter à nos courtiers ou nos assurés. Aujourd'hui, on a 78% de nos collaborateurs qui sont câblés de chez eux avec des outils qui fonctionnent, qui leur permettent donc quasiment d'être en nominal. On évoque les risques sur la sécurité, les niveaux baissent forcément, avec un cyber-risque plus étendu. Vous avez mis en place des choses particulières chez April ?
Ouais, on est évidemment très attentif à la sécurité. On a augmenté nos licences VPN. Donc, il est hors de question que des flux de données circulent n'importe comment. On travaille de la donnée sensible. Donc, on est extrêmement attentif à tout ce qui est lié à la RGPD, mais d'une manière générale, même avant la RGPD, April a toujours été vigilant à protéger la donnée de ses assurés. Donc, pour faire simple, aucun flux ne passe par les réseaux classiques sans passer par des sécurités VPN qui ont été renforcées. Et quelles difficultés vous avez rencontrées? Alors, les difficultés, il y a des difficultés qui doivent être techniques, je suppose, et d'organisation, perso, professionnelle. Quelles sont les grandes difficultés que tes équipes te remontent ou que toi-même auxquelles tu fais face? Alors, on est dans une crise à une forte dimension humaine, dans la mesure où ce virus, bon, il est invisible évidemment, mais on ne sait pas trop comment il circule. Donc, le premier sujet, en fait, avant même de se poser les questions techniques, c'était de savoir si nos collaborateurs étaient en capacité de travailler. Parce que, comme tu le sais, avec des écoles fermées, beaucoup de nos collaborateurs et de nos collaboratrices sont d'abord chez elles pour s'occuper de leur famille. Donc, on a une partie de nos collaborateurs qui ne sont pas actuellement en télétravail, tout simplement parce que on n'avait pas la possibilité. Et pour le reste de nos collaborateurs, s'il fallait parler de difficultés, j'évoquerais essentiellement les difficultés liées au réseau domestique. Tout le monde n'a pas une box qui fonctionne en fibre, et en conséquence, on est fortement attentif à ce que les flux passent bien. Donc, on parlera sans doute tout à l'heure des outils du télétravail, mais lorsqu'on est en visioconférence, dans certains cas, on se limite à la voix, on enlève l'image pour être sûr que la bande passante soit suffisante pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, sur les difficultés plus d'organisation, donc toi, tu es en télétravail également. Oui. Est-ce que vous avez mis en place des bonnes pratiques et toujours le télétravail, il y a des heures et il faut toujours respecter des heures et faire des pauses et il y a un certain nombre de choses. C'est une autre façon de travailler en tout cas. Ouais, c'est vraiment une autre façon de travailler. Alors, on avait déjà pas mal de collaborateurs qui étaient en télétravail avant la crise, ce qui nous a permis finalement de ne pas démarrer de zéro. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour des entreprises qui n'avaient pas de collaborateurs en télétravail. Chez April, que ce soit sur les fonctions support ou sur les fonctions clients, nous avions déjà un accord de télétravail qui était rodé et qui fonctionnait pas mal. Aujourd'hui, les bonnes pratiques, bon, on les redécouvre pour certains, parce que forcément, les travaux de groupe à distance, ça nécessite une certaine discipline. Ça demande beaucoup plus de préparation également, parce que quand tu abordes une réunion en présentiel, tu as le droit à avoir une petite part d'improvisation, et là, en télétravail, il faut vraiment que tout soit abordé au préalable. Donc, quelque part, ça nous a obligés à nous affûter également sur nos pratiques, sur la préparation de ces réunions, également sur les comptes rendus, pour que vraiment on soit sûr que les plans d'action soient suivis. Et pour tes équipes plus commerciales, dans ces cas-là, eux, ils peuvent travailler, continuer à suivre leurs clients, mais je pense qu'il y a un vrai frein sur les activités commerciales. Après, nos commerciaux, nous avons des commerciaux, entre guillemets, assis, et des commerciaux de terrain. Et là, très clairement, on est dans une situation où, en fait, tout le monde est assis à la maison, ce qui, quelque part, est aussi une opportunité. Nos partenaires, les courtiers de proximité, sont dans une situation inédite. Je pense que c'est vrai pour tous les indépendants qui sont des gens qui sont extrêmement agiles d'habitude et qui sont très proches de leurs propres clients. Là, malheureusement, ils ne peuvent pas l'être. Donc, on met à profit ces temps de jachère pour permettre à nos partenaires d'avoir un accès facilité à nos équipes, également pour pouvoir les former pendant ces temps faibles. Et puis, bien évidemment, nos commerciaux de terrain, ils sont chez eux. Et donc, ils sont au quotidien au téléphone avec nos courtiers qui, pour certains, se posent beaucoup de questions sur leur propre devenir, parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas d'affaires qui sortent. Donc, on est là aussi pour leur apporter des solutions concrètes et les aider à bien redémarrer, parce que on espère que cette crise ne va pas durer trop longtemps. Ce sont des professionnels qui sont extrêmement impactés, parce que d'abord, pendant ce temps-là, leurs clients continuent à avoir des demandes, continuent à avoir des sinistres. Pour certains, continuent à avoir des demandes de nouvelles assurances. Donc, il faut s'organiser. Et de ce point de vue-là, les échanges que nous avons au quotidien avec nos courtiers, parce que même si on a une communication digitale, on souhaite vraiment garder le contact avec eux. Donc, on est au téléphone avec nos courtiers. Et bien,
constate qu'ils sont réellement inquiets sur la situation actuelle et leur capacité à continuer à tenir dans une situation qui, nous le savons, va sans doute durer plusieurs semaines. En termes de management, ça bouscule, et ça bouscule les commerciaux avec leurs clients, mais ça bouscule aussi le management, ce qui va permettre sûrement d'avancer aussi sur des choses auxquelles on pensait, comme du management à distance, des vidéoconférences, peut-être de manière plus importante. Mais qu'est-ce que ça a modifié ou qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que vous mettez en place chez vous? On a une activité qui reste maintenue, comme je te le disais, mais à côté de ça, c'est aussi une période pendant laquelle on se pose en effet des questions de nouveaux moyens de collaborer, collaborateurs à distance. On a une démarche qui a été engagée justement de groupes de travail sur des sujets qui sont importants pour nous, mais dans le flux du quotidien, on n'avait pas toujours la possibilité d'être traités. Donc c'est une vraie opportunité pour faire le tour justement de toutes les bonnes idées qui étaient parfois restées dans les cartons. Et là, on a décidé de permettre à nos collaborateurs qui étaient à l'origine de ces idées de créer des groupes de travail. Donc c'est une période qu'on ne souhaite pas, qu'on ne souhaitait pas, c'est évident, mais pendant laquelle justement il y a des opportunités qui se créent également pour ceux qui veulent pousser leurs idées, parce que là on a un peu plus de temps pour creuser, pour challenger, pour se repositionner. Donc on constate en effet que le management agile, la capacité de chacun de sortir du cadre fait vraiment la différence. Et on constate au sein de nos équipes, je suis assez bluffé d'une part de voir l'implication de nos équipes et surtout de voir justement ce foisonnement d'idées qui ressort un petit peu des premiers groupes de travail que j'ai pu engager dès ce début de semaine. Quels outils vous avez mis en place? Tu fais des vidéoconférences, des réunions à distance? Je ne sais pas quels outils tu as mis en place pour... On est aujourd'hui très bien équipé. Je pense qu'aujourd'hui, même un indépendant a la capacité d'avoir accès à des outils très performants. Tout le monde connaît Skype et il y a d'autres outils qui existent qui permettent en effet d'avoir de la visio. On a d'autres outils comme Zoom, comme Klaxoon qui permettent justement de travailler comme si on était dans une salle commune avec la possibilité d'échanger des documents en direct, de pouvoir interagir sur ces documents en direct également. Donc, Dieu merci, la technologie nous aide beaucoup. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, qu'on soit sur tablette, sur PC, voire même sur smartphone, on est en capacité de collaborer d'une manière extrêmement fluide. Et je suis là aussi très agréablement surpris de voir la capacité d'adaptation de nos collaborateurs à ces nouveaux outils qui, pour certains, n'avaient jamais été utilisés. Donc, je dirais que là, ça a été un révélateur grandeur nature de notre capacité justement à amplifier le mouvement grâce à ces outils. Pour terminer, je pense que le côté humain et positif de cette situation inédite développe aussi une nouvelle communication. Qu'en penses-tu? Quand on est en visio au domicile, on embarque non seulement le boulot, mais également tout l'environnement du domicile. Donc, on voit les enfants de qui se promènent derrière les écrans de la maman ou du papa. On voit que le directeur du développement s'est pas rasé depuis 3 jours. Bref, je sais pas si mon t-shirt est le plus joli du jour, mais voilà, on est dans un mode un peu plus décontracté. Et quelque part, ça facilite également l'échange, ça casse peut-être aussi le côté un peu hiérarchique de certaines réunions. Et je pense qu'il faudra qu'on s'en souvienne à la sortie de crise, de se dire, voilà, on a réussi à travailler en mode peer-to-peer pendant cette période et il faut sans doute garder ça aussi. Alors, j'irai pas jusqu'à reprendre tous les principes de l'entreprise libérée, mais je trouve que cette période incite aussi à lâcher un petit peu les énergies et je trouve ça plutôt intéressant à poursuivre en sortie de crise. Merci Christian Belval pour cet échange. Comme on le voit, il est important de mettre en place des rituels, car nous n'allons plus à la machine à café, nous n'allons plus au restaurant d'entreprise avec son plateau. Alors de petits rituels sympas à mettre en place vont créer et renforcer la motivation de tous. Un café Skype quotidien à heure fixe. Et comme nous l'expliquent nos invités, c'est mettre en place ces moments récréatifs, se téléphoner régulièrement, mettre en place des projets transverses afin que les équipes se parlent, et puis un apéritif ensemble par WhatsApp vidéo en fin de semaine par exemple. Les études en neurosciences le montrent, il faut au moins un échange par jour pour se sentir bien. Tous nous disent qu'ils prennent beaucoup plus de temps qu'avant à communiquer et à échanger avec les collaborateurs. Au final, n'est-ce pas revenir au sens même de sa mission ? Il ne faudra pas oublier tous ces apprentissages. C'est aussi un temps long qui doit être propice à la réflexion, à la mise en place de projets plus profonds d'organisation ou de réorganisation.
Mais c'est aussi mettre en place une communication de crise auprès de ses clients, leur montrer qu'on est là, présent. Cela nécessite une transparence totale sur vos difficultés et beaucoup d'empathie. Expliquer qu'on est à la maison, il est donc normal d'entendre des enfants, d'entendre des chiens, les chats, c'est même plutôt sympathique, non? En tout cas, cette période sera révélatrice des comportements et des actions, les siennes et celles des autres, les managers, les collaborateurs, les dirigeants. Et après, il faudra se préparer rapidement à l'après. Nous sommes dans une période de crise et comme toute crise, elle nous indique des choix à prendre. L'enjeu de la période va être l'enjeu de la relance dans son business, dans sa relation client, dans son organisation avec les équipes. Je pense qu'il est important de commencer dès maintenant à préparer l'après. Je crois pour ma part qu'il faut réfléchir aux choix pour nos vies, aux choix d'organisation et même aux choix de société. Individuellement, il serait bien que l'on se pose les bonnes questions sur l'évolution de notre société. Arrêter nos consommations à outrance, freiner nos pollutions, ralentir, prendre du temps pour soi, pour les siens. D'ailleurs, on s'aperçoit que la planète se dépollue en Chine et à Venise. J'ai envie de terminer en disant « faire mieux mais moins » dans un esprit minimaliste. Je vous dis à bientôt et bon télétravail. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.